Dans cet enregistrement, je vous présente les onglets du fichier Excel suivi du patrimoine. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir le fichier. Alors voici, vous devriez voir à l'écran l'onglet d'accueil du fichier suivi du patrimoine et je vais vous présenter maintenant le premier onglet dans lequel on peut consigner l'information. C'est l'onglet d'état de situation. Alors, voici l'onglet d'état de situation. Alors, c'est un tableau de bord qui permet de savoir quelles sont les informations qui sont déjà consignées dans l'ensemble du fichier et quelles sont les informations qui restent à inscrire. Alors, je vous agrandis un peu la taille des caractères pour vous permettre de mieux voir les informations. Alors, c'est un fichier qui est construit à l'aide des outils ou de la façon de faire avec la gestion de listes d'Excel. Donc, une information par ligne et on a une ligne qui contient le titre des colonnes. Ici, c'est la ligne 5 qui contient le titre des colonnes. Et cette ligne-là, je vous énumère les titres des colonnes. Une colonne pour gérer l'affichage des lignes, donc qui correspond aux fonctions de gestion de liste. Une autre colonne qui permet de sélectionner la catégorie des informations qu'on veut sélectionner. Ensuite, les informations proprement dites elles-mêmes, le document, le titre du document, les étapes qui sont utiles pour préparer le document. Ensuite, l'état de situation non applicable ou ne s'applique pas, fait ou à faire. Alors, selon la colonne dans laquelle on inscrit un X, ben, la couleur de l'indicateur change et permet de savoir rapidement quels sont les documents pour lesquels l'information est déjà toute prête, toute consignée, et quelles sont les informations qui nous restent encore à consigner et celles qui ne sont pas pertinentes pour l'instant, mais qui peuvent le devenir plus tard. Et dans la dernière colonne, ce sont des informations sur les dispositions souhaitées. Lorsqu'on n'a pas terminé l'ensemble de la préparation d'un document, on peut quand même prendre quelques notes sur les dispositions que l'on souhaite, de façon à ce que si jamais se produit un événement, ben, la personne qui prendra en charge la relève saura quelles étaient nos intentions. Maintenant, vous remarquez peut-être que sur la ligne 5, pour chacune des colonnes, il y a un petit triangle qui apparaît dans le coin inférieur droit. Alors, ce petit triangle-là nous indique que les filtres sont maintenant appliqués sur cette colonne-là. Lorsque les filtres sont appliqués, ça nous permet donc de sélectionner les lignes d'information qui nous intéressent et de ne pas afficher celles ou de masquer celles qui ne nous intéressent pas. Donc ici, on a une façon de faire afficher l'information pour chacun des documents. Maintenant, si on voulait faire afficher l'ensemble des informations, on pourrait cliquer sur le petit triangle de la colonne affichage. Vous voyez peut-être que le symbole qui est affiché en plus du petit triangle, c'est un filtre, un cornet de filtre. Alors donc, ça indique que le filtre est activé. Alors pour le désactiver, je clique sur le petit triangle et je vois apparaître une feuille ou une fenêtre qui nous permet de sélectionner les éléments que l'on veut faire afficher. Alors ici, on voit que ce qui a été sélectionné, c'est l'item document. Mais si je veux tout faire afficher, je vais cliquer sur l'item sélectionner tout. Alors, en sélectionnant tout, toutes les lignes vont être affichées. Et dans cet affichage-là, vous remarquez probablement que pour chaque document, on a maintenant les étapes de préparation de ces documents-là qui sont listés. Donc, si vous n'avez pas encore terminé la préparation des documents, mais vous avez une liste des étapes à faire pour préparer votre document. C'est intéressant pour la préparation, mais lorsque tout est prêt, à ce moment-là, on n'a pas besoin de faire afficher chacune des étapes. Alors, on peut donc afficher seulement les documents en question pour voir le tableau de bord, le résumé de notre tableau de bord. Alors, comment on procède? On fait encore là, dans la section affichage, on sélectionne
le bouton, on clique sur le bouton, le triangle pour accéder au filtre et dans la fenêtre qui apparaît, on désélectionne, on décoche l'item sélectionner tout et on sélectionne ou on clique ou on coche l'item document et ne va apparaître que les documents qui concernent les lignes d'information qui concernent les titres des documents. Alors donc, c'est une façon très simple de voir notre tableau de bord résumé très rapidement. Maintenant, vous constatez peut-être qu'il y a aussi le bouton volet ou la colonne volet qui permet aussi de filtrer. Alors, si on l'utilise, on va constater qu'on a 3 volets qui sont disponibles. On a le volet autonomie, finance et succession. Alors, si on s'intéresse seulement aux aspects financiers, on clique sur l'item sélectionner tout qui va décocher donc cet item-là et on va cliquer sur ou cocher l'item finance et on va voir seulement les documents qui concernent les documents à caractère financier. Donc, on en a 3, le budget, les relevés de placement, bilan et ratio et planification financière de retraite. La même chose, on peut décocher finance et cliquer ou cocher autonomie et on va voir que les 3 documents qui sont traités sont les directives médicales anticipées qui sont utiles lorsqu'il y a une perte d'autonomie ou en prévision d'une perte d'autonomie. Ensuite, mandat de protection et procuration. Si on décoche autonomie et qu'on coche succession, on va voir que pour succession, il y a 4 documents à remplir. Le don d'organes, don testamentaire planifié, testament et arrangement funéraire. Donc, c'est une façon très intéressante de limiter l'information qui est affichée et de voir le résultat affiché. Donc, je resélectionne tout pour avoir l'ensemble des documents. Maintenant, comment on fait pour appliquer les filtres ou les désengager, les désactiver? Alors, pour ce faire, on va dans le menu la liste des menus de Excel dans le haut de l'écran et on clique sur le menu qui s'appelle Données. Avec l'item Données, il y a plusieurs éléments qui sont disponibles. Il y a une section qui porte sur le tri et les filtres. Alors ici, les filtres, on voit qu'ils sont activés. On peut les désactiver en cliquant sur Filtre. Alors tous les filtres sont maintenant désactivés. Alors toutes les lignes sont donc affichées. Et si je veux installer les filtres à nouveau, bien, je sélectionne la ligne qui contient les titres de colonnes. Je sélectionne les colonnes sur lesquelles je veux voir appliquer les filtres et je peux à ce moment-là cliquer sur l'item le filtrer et les filtres sont donc appliqués et je peux maintenant les utiliser. Et remettre mon document dans l'état initial pour voir seulement les titres des documents. Maintenant, lorsque j'ai terminé la préparation d'un document, ben, je peux indiquer qu'il n'est pas encore fait. Je pourrais indiquer que oui, le budget annuel n'est pas fait, il est à faire. Donc, j'inscris un X et la couleur jaune va s'ajouter. Lorsqu'il sera fait, ben, je cliquerai sur la colonne fait et j'effacerai l'item, le X dans la colonne Affaires et l'item sera donc coché au bon endroit pour faire la mise à jour. Donc, c'est très facile de faire la mise à jour de l'information qui est déjà disponible, inscrite dans l'ensemble du fichier très rapidement. Ça nous donne un portrait. Donc, lorsqu'on va reprendre ce fichier-là, on va savoir exactement où on est rendu. Mais c'est à nous à faire la mise à jour manuellement. Maintenant, je vais vous présenter l'onglet suivant qui s'appelle Personnes clés. L'onglet Personnes clés, c'est un onglet, je vous agrandis la taille des caractères, qui comprend plusieurs sections. Alors, il permet d'identifier les personnes impliquées dans la succession, mais aussi les mandats, les personnes qui sont impliquées si jamais on veut confier un mandat là, en cas d'incapacité ou de perte d'autonomie.
Alors, il s'agit donc dans la première section, la section qui s'appelle Identification de la personne visée, il s'agit donc de remplir les informations qui sont utiles lorsque, par exemple, au décès, le liquidateur doit avoir en main toute l'information sur la personne qui est décédée et c'est l'information juridique qui est nécessaire d'être utilisée pour à la fois pour gérer le testament, gérer les héritiers et tout ça. Donc, toute l'information nécessaire à la relève suite au décès se trouve dans cette information concernant la personne visée et les personnes impliquées dans la succession, soit comme mandataires, soit comme héritiers potentiels. Alors, dans un premier temps, première section, on va identifier toutes les informations nécessaires donc à l'avocat ou au liquidateur ou au notaire pour identifier la personne décédée, toutes les informations habituelles qui sont les informations là, provenant de nos informations officielles. Ensuite, dans la deuxième section, on a un tableau qui nous permet d'identifier les bénéficiaires éventuels d'une police d'assurance. Parce qu'au décès, on a une police d'assurance automatique qui est celle du RRQ, pour laquelle on peut avoir désigné des bénéficiaires ou non. Alors, on peut identifier les bénéficiaires ici. Ensuite, si on a des polices d'assurance vie, on peut les énumérer ici et indiquer les dates d'expiration des polices, les numéros, ainsi que les bénéficiaires potentiels de la police d'assurance vie, le cas échéant. Ensuite, un autre bloc d'informations qui nous permet d'identifier les bénéficiaires éventuels ou potentiels, les héritiers et héritières potentiels du testament. Donc, ça va faciliter le travail au liquidateur et à l'avocat. En l'absence de ce type d'informations-là, les liquidateurs ou les notaires qui s'occupent du testament doivent faire une recherche d'informations des héritiers éventuels, surtout s'il y a eu plusieurs mariages ou unions civiles de la personne. Alors, ou si on soupçonne que la personne pourrait avoir des bénéficiaires ou des héritiers non identifiés facilement. Alors donc, ça va faciliter le travail de recherche d'informations si l'information est inscrite ici. Ça va réduire donc les frais et le temps de la recherche. Ensuite, les renseignements personnels sur le conjoint ou la conjointe. Ce sont des informations qui sont requises par le liquidateur ou le notaire qui s'occupe du testament et qui, si on ne les a pas, bien, la recherche doit être faite. Encore là, on perd du temps. Alors, si elles sont déjà inscrites, c'est beaucoup plus facile. On vient de gagner du temps. Ensuite, la même chose pour les renseignements personnels sur l'ex ou les ex-conjoints conjointes et qui sont également nécessaires pour le traitement du testament. Si on ne les a pas, ça va nécessiter encore là des frais et des délais. Alors, c'est une source d'économie ici là, pour tout le monde lorsque ces informations-là sont déjà inscrites. Les liquidations de testament ont la réputation de prendre beaucoup de temps. Souvent, ça va jusqu'à 1 an, 2 ans. C'est pas rare, mais parce qu'il y a beaucoup de délais, parce que la recherche d'informations aussi prend des délais. Alors, si on réduit les temps de recherche d'informations, on raccourcit l'ensemble du processus. Ensuite, l'information concernant les mandataires. Alors, pour chacun des mandats que j'ai confiés ou que l'utilisateur a confié ou veut confier, bien, on a le mandat lui-même. Alors, on a la liste des mandats qu'on peut confier dans l'infobulle de la colonne mandat. Je vous la présente. Alors, on peut donner des mandats de procuration, mandat de protection, directive médicale anticipée, testament, don d'organes, arrangement funéraire, disposition du corps. Alors, ce sont tous des mandats différents qu'on peut confier. Alors, si on a déjà pris des dispositions concernant ces mandats-là, bien, on peut inscrire le nom du mandat, la référence au mandat lui-même, le nom des personnes ou des organisations qui sont les mandataires prévus et la date de signature du mandat, de sorte que si c'est à jour, ça va faciliter de beaucoup l'information. On a dans le bas aussi, si on a par exemple confié le mandat de testament à un notaire et où on veut le faire et qu'on recherche l'information sur le notaire, bien, on peut accéder ici à l'aide d'un hyperlien
au registre de la Chambre des notaires qui va nous donner l'information sur le notaire et son numéro de référence dans le registre. Donc, avec le nom du notaire et le registre, ça va être très facile d'aller récupérer l'information pour le liquidateur, même si le notaire ne pratique plus. Avec ces deux informations-là dans le registre de la Chambre des notaires, il y a un suivi qui peut être fait pour savoir qui a hérité du greffe de ce notaire-là et qui prend la suite des dossiers. Ensuite, je vous présente l'onglet suivant, l'onglet Contact. Alors, j'agrandis la taille des caractères. Comme vous voyez, dans cet onglet-là, il y a deux blocs d'informations. J'agrandis la taille des caractères pour vous présenter ça. L'onglet Contact permet de consigner les coordonnées des personnes clés qui sont à contacter au moment du décès ou d'un événement déstabilisant éventuellement. Alors, dans le premier bloc, on va noter l'information concernant les parents, les amis, les voisins, les collègues et les collaborateurs qui méritent d'être informés lors de ce genre d'événement-là. Alors, pour chaque personne qu'on veut qui soit contactée, alors on va avoir une colonne pour noter l'information, donc le nom, le prénom, un lien éventuellement, c'est ce que c'est notre frère, notre épouse, notre sœur, etc. Les coordonnées par téléphone, domicile cellulaire et travail, l'adresse de courriel et l'adresse civique. Alors, tout ça va faire en sorte que ça va faciliter le travail du liquidateur, le cas échéant. Ensuite, une autre section dans laquelle on va noter les informations non pas sur les personnes, mais sur les organisations qui aussi méritent d'être contactées dans ces événements-là. Alors, certaines organisations, on doit les contacter pour fin testamentaire et d'autres organisations, on doit les contacter par courtoisie et par civilité. Alors, entre autres, les organisations qu'on pourrait vouloir inscrire dans le tableau qui suit, c'est l'employeur, les associations auxquelles le défunt participait, les clubs, ses engagements sociaux, s'il était bénévole, etc., les héritiers, les mandataires, les institutions financières ainsi que les compagnies d'assurance. Toutes ces organisations-là méritent d'être listées ici avec leurs coordonnées de façon à faciliter les communications avec ces organisations-là le moment venu. Donc, pour chaque organisation qu'on va lister sur une organisation par ligne, on va noter le nom de l'organisation, la personne contact, le téléphone, le courriel et le site Internet. Ensuite, l'onglet suivant, l'onglet concernant les fournisseurs. Alors, les fournisseurs, on peut en avoir beaucoup. Alors, c'est pour ça que cet onglet-ci fonctionne aussi avec les listes, dans les colonnes A et B, des champs qui peuvent nous permettre de filtrer les lignes que l'on veut faire afficher. Je vais vous agrandir la taille des caractères pour vous permettre de mieux voir. Alors donc, on a pour chaque ligne d'information plusieurs informations qu'on peut inscrire. Donc, les deux premières colonnes pour filtrer, soit par type d'engagement, soit par domaine, et les informations qu'on va noter sur chacune des organisations. Alors donc, le type de service que nous offre cette organisation-là, le nom de l'entreprise, adresse, site Internet, une référence, si on a un numéro de dossier ou quelque chose comme ça. L'expiration, si on met fin au contrat à une date donnée, on pourra l'inscrire ici. Ensuite, le nom de la personne contact, si jamais on est en relation avec un contact en particulier. Alors, les entreprises qui vont être listées dans cet onglet-ci sont nos fournisseurs, nos mandataires, les institutions financières, les assurances, les conseillers et les conseillers qui nous donnent des services professionnels.
Alors, vous voyez qu'on peut lister ça par domaine aussi. Alors, les domaines, si je fais afficher la liste des domaines à l'aide du petit triangle dans la colonne B, la colonne des domaines, je vous énumère qu'il y a plusieurs domaines. Par exemple, on pourrait classer les informations comme par exemple l'assurance, auto, finance, habitation, impôts, juridique, loisirs, santé, taxes, transport. Alors, par exemple, pour ce qui est de l'assurance, si je voulais faire choisir seulement que les lignes d'information qui concernent l'assurance, alors je décoche sélectionner tout et je coche la ligne assurance et je verrai seulement que les fournisseurs que j'ai inscrits qui concernent les assurances que j'ai souscrits. Assurance vie, assurance habitation, assurance auto, assurance collective et invalidité, assurance médicaments, assurance maladie grave, etc. Donc, on a pour un domaine précis et le fait d'avoir accès à ce type de liste-là qu'on peut filtrer par domaine, ça va faciliter grandement le travail du liquidateur. Comme vous pouvez voir, c'est très, très facilitant pour lui lorsqu'il pense au domaine des assurances, il a toute l'information pour aller accéder rapidement aux informations sur les contrats et tout ça, là. Et, obtenir les bénéfices escomptés dans les polices s'il y a lieu. Maintenant, je recoche le tout, sélectionner tout. Et la section des engagements va être aussi utile pour le liquidateur parce que le liquidateur, lui, doit faire la révision financière du dossier du défunt. Donc, l'ensemble de ses avoirs, de ses dettes, l'ensemble de ses revenus et l'ensemble de ses dépenses. Alors, et aussi traiter son impôt. Alors, les filtres qui sont prévus ou les sections qu'on peut faire afficher sont les suivantes. Alors, on peut faire afficher les listes de fournisseurs qui concernent les dépenses, l'impôt, les placements, les ressources. Les ressources, ce ne sont pas des éléments pour lesquels il y a des dépenses nécessairement prévues. Ce sont nos conseillers avec qui on fait affaire ou nos fournisseurs de services de santé, par exemple. Alors, ensuite, un autre item après les ressources, c'est les revenus et les taxes. Par exemple, si je voulais faire afficher seulement les ressources que j'ai listées, donc je décoche l'item sélectionner tout et je coche l'item ressources. Vous verriez à ce moment-là que j'ai listé là-dedans les informations concernant, par exemple, si j'ai un comptable, si j'ai un avocat, si j'ai un notaire, si j'ai déjà un liquidateur ou un mandataire, si j'ai un comptable, si je fais faire mon impôt par une compagnie en particulier, si j'ai un conseiller financier, un médecin, un optométriste, quelqu'un qui s'occupe de mes soins dentaires. Alors, toutes ces informations-là, donc, sont listées de façon résumée en faisant afficher l'item ressources. Donc, j'ai des engagements avec ces fournisseurs-là qui m'offrent des services régulièrement. Maintenant, si je décoche ressources et que je fais apparaître dépenses, donc je clique sur dépenses, je vais avoir là l'ensemble des fournisseurs qui me facturent des services ou à qui je fais des paiements de façon régulière, année après année ou mois après mois. Alors donc, j'ai l'ensemble de mes services facturables ici. Donc, pour le liquidateur, ça va être extrêmement facile d'identifier les fournisseurs et d'aller rechercher l'information s'il y a un compte en souffrance et de combien et de faire le portrait financier rapidement et sans oublier aucun fournisseur. Tout ça va réduire encore là le temps, le délai et les frais. La même chose concernant les revenus. Alors, les revenus peuvent, les sources de revenus vont être listées. Toutes les sources de revenus peuvent être inscrites. Et les sources de revenus gouvernementales peuvent même aussi être listées pour l'ensemble des gens dans le gabarit. Ça peut être de l'information qui peut rester dans le gabarit, là, que l'information est bonne pour tout le monde au Québec.
Ensuite, si je veux faire lister l'information concernant les placements, eh bien, j'aurai l'information concernant mes institutions financières auprès desquelles j'ai des placements qui sont faits. Donc, ça va être facile d'accéder avec le nom d'institution financière au relevé. Si j'ai inscrit le numéro de référence, je vais accéder au relevé facilement, tout simplement. Alors voilà, je recoche tout pour voir que la liste peut être quand même très longue. On peut avoir une cinquantaine de fournisseurs facilement là, et plus pour gérer une succession. Donc, si tout est listé, c'est beaucoup plus facile. Je passe à l'onglet suivant, l'onglet Propriété, qui est un onglet, je vous agrandis la taille des caractères, plus simple, qui contient une seule section, qui nous permet d'énumérer les informations utiles sur chacun des titres de propriété de la personne qui est décédée ou de notre propre situation, la situation familiale. Alors donc, les propriétés de type résidence personnelle, chalet, immeuble locatif, actions, voitures, ça pourrait être VR si vous avez un VR, un bateau si vous avez un bateau. Alors, vous pourriez lister l'information sur ces éléments-là. Donc, l'adresse, où on peut y avoir accès, les accès, comment on fait pour y accéder, est-ce qu'on a besoin d'une clé, où est la clé, et des documents juridiques. Est-ce que on a, ou le titre de propriété, à quel endroit est le titre de propriété est-il consigné? Ça peut être ça aussi. Et les documents juridiques, quel document juridique est associé à chaque propriété? Si on a un contrat d'achat ou de vente, etc., ça pourrait être listé ici. Ensuite, l'onglet suivant concerne les prêts. Alors, les prêts et les créances, j'agrandis la taille des caractères. Vous voyez qu'il y a 2 sections à remplir. Alors, on a une section pour les prêts et les dettes contractées, une ligne d'information pour chacun des prêts. Alors, on a, par exemple, l'objet, ou que, par exemple, prêt hypothécaire ou de résidence principale ou résidence secondaire, prêt auto, prêt personnel, marge de crédit, etc. Le nom de l'organisation qui est le créancier, date de début du prêt, date de fin et l'état, est-ce qu'il est terminé ou non, etc. Et la deuxième section nous permet d'inscrire des informations sur les créances, c'est-à-dire si nous-mêmes, on a prêté de l'argent à quelqu'un, alors le liquidateur doit le savoir de façon à aller récupérer ces sommes-là qui sont dues à la succession. Alors, un autre bloc d'informations qui permet d'identifier les prêts qui ont été consentis et donc l'objet, le nom de l'emprunteur, éventuellement l'emprunteur pourra se retrouver aussi dans l'onglet contact ou dans l'onglet fournisseur avec toutes ses coordonnées. Non, les coordonnées de l'emprunteur peuvent être listées aussi dans la colonne F pour pouvoir le rejoindre. Donc, pour chacun des prêts, les dates de début, date de fin et l'état. L'état, ça peut être à jour ou en souffrance, ou etc. Ensuite, un autre onglet qui concerne les cartes. Alors, on possède tous beaucoup de cartes. Alors, je vous agrandis la liste. Alors, encore là, c'est une liste qui peut être très longue. Alors, c'est une liste pour laquelle j'ai prévu un onglet, une colonne qui nous permet de filtrer les informations sur les cartes, le type à quelle catégorie les cartes peuvent être classées. Alors, on a plusieurs cartes. Pour chaque carte, on va lister l'information concernant bon, le nom de la carte elle-même, l'émetteur, l'adresse de l'émetteur, téléphone si on veut y accéder. Ensuite, le site Internet, si on veut y avoir accès pour la renouveler. Si jamais on perd notre porte-carte, ben, ça va être plus facile si on a listé l'information pour aller récupérer cette information-là rapidement. Donc, le site Internet, l'adresse et également là, la référence sur la carte, soit un numéro de carte elle-même ou date d'expiration s'il y a lieu, de sorte que ça va nous permettre d'aller retrouver rapidement l'information. Et les filtres qui sont utilisés pour catégoriser l'ensemble de nos cartes. Alors, on a des cartes de type consommation, finance, identité, santé, services et transport. Alors, si on décoche pour voir, par exemple, les cartes de consommation, alors
on a deux cartes ici, la carte Air Mile et Millipoint, qui peuvent être listées. On peut en avoir d'autres, bien sûr. On les liste à raison d'une ligne par carte. Ensuite, concernant les finances, si on va voir les cartes concernant les finances, alors on peut avoir une carte de crédit, carte de débit, on peut avoir des cartes de finances, de magasins, etc. On peut en avoir plusieurs. Ensuite, les cartes de consommation. Cartes de consommation, on les a listées tantôt. Les cartes d'identité. Carte d'identité, ben, assurance sociale, passeport, assurance maladie, certificat, carte d'employé s'il y a lieu. Ensuite, les cartes de santé, assurance maladie, carte d'hôpital. Ensuite, carte de service, tennis, bibliothèque, qui sont des cartes émises par la municipalité. Et carte de transport. Carte de transport, ben, permis de conduire, certificat d'immatriculation et certificat d'assurance responsabilité automobile. Donc, avec ces éléments-là, ça nous permet donc, si on perd notre porte-carte, ben, rapidement d'aller retrouver nos cartes plus rapidement. Je resélectionne tout. Ensuite, l'onglet suivant, l'onglet compte. Alors, qui comprend deux sections. Je vous agrandis la taille des caractères. Alors, la première section concerne nos cartes bancaires, cartes de crédit, également aussi si on a des cartes concernant nos placements et nos rentes. Alors, on va avoir l'information sur nos comptes, les comptes bancaires, cartes de crédit, comptes de placement et comptes de rente. Alors, on va lister l'information ici. Ensuite, l'information concernant la deuxième liste, ce sont les comptes informatiques. Alors, les comptes informatiques, il peut en avoir plusieurs. Là. On a des comptes de courriel, des comptes d'impôts, des comptes de réseau social, des comptes de communication, des comptes qui concernent des dépenses aussi. Par exemple, Hydro-Québec et Vidéotron peuvent être utilisés comme ça. Et des cartes d'impôts, aussi des comptes d'impôts, ARC par exemple. Vous voyez que la première liste est déjà filtrée sur l'item revenu. Alors, si je décoche revenu, je sélectionne tout. Je vais voir que j'ai j'ai plusieurs autres cartes. J'ai donc des cartes qui concernent les actifs, qui concernent les passifs et des cartes des comptes qui concernent les revenus. Alors, concernant les actifs, vous voyez, j'en ai plusieurs. Là. Je vais sélectionner les comptes des actifs. Alors, les comptes opérations, épargne, CELI, REER ou FER, RVER ou FVER, compte d'épargne non enregistré, courtage, action, etc. Donc, on a des fils qui peuvent être utilisés pour limiter l'affichage de certaines listes. Et pour chaque compte, ben, je vais indiquer le type de compte, l'établissement, le numéro de compte et s'il y a un autre signataire que nous-mêmes qui a le droit de signer, ben, on va inscrire le nom du signataire. Dans la deuxième liste, on va inscrire pour chaque compte informatique qu'on a le nom du fournisseur, l'adresse du site Internet qui nous permet d'accéder à notre compte, donc l'item pour accéder au compte sur Internet, notre identifiant s'il y a lieu, si on veut l'inscrire, et les informations concernant la localisation du mot de passe, des questions et réponses d'identification. Alors, personnellement, moi, j'utilise un fichier Internet, un fichier Word dans lequel je note l'information sur tous les comptes que je dispose sur Internet avec le nom des fournisseurs, l'adresse électronique pour y accéder, l'identifiant, le mot de passe, ainsi que les questions et les réponses d'authentification. Et tout est listé dans le même fichier Excel. Et ce fichier-là, il est bien caché sur mon ordinateur, de sorte qu'il n'est pas facilement retrouvable. Moi seul peux y avoir accès, ainsi que les personnes qui doivent en connaître la localisation, qui sont informées. Et donc, j'ai une seule information à inscrire qui est valable pour l'ensemble des éléments ici, c'est l'information concernant le fichier. Alors, je pourrais indiquer ici, c'est mon fichier Word spécifique.
et ce serait tout. Je n'aurais pas besoin de lister autre chose que ça, mon fichier qui contient les mots de passe. Ensuite, je vous fais afficher l'onglet suivant, l'onglet Documents. L'onglet Documents est un onglet qui contient aussi beaucoup d'informations. Donc, j'utilise encore là les listes, la gestion de listes avec Excel, avec une colonne pour classer les documents eux-mêmes. Je vous agrandis la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir les informations. Alors, cette liste-là de documents va nous permettre de retrouver rapidement les documents. Donc, c'est une liste qui permet de localiser les documents légaux, les documents juridiques dont on a besoin pour faire une opération administrative ou une opération juridique, par exemple, au décès, la liquidation, le testament, tout ça. Donc, l'ensemble des documents, il y en a plusieurs, comme vous pouvez voir. J'en ai listé une soixantaine ici, mais vous pourriez en avoir plus. Alors, ils sont filtrés par catégorie. Pour chaque document, on va lister donc le nom du document, la localisation, à quel endroit est-il classé, le numéro de référence du document s'il y a lieu pour y avoir accès et la date aussi où on l'a déposé ou mis à jour de façon à savoir si c'est une version récente ou pas récente. Et la localisation, pour moi, à chaque fois qu'il s'agit d'un document informatique, ben, j'ai simplement qu'à lister qu'il est dans tel répertoire ou dans telle section de mon ordinateur et c'est plus facile de cette façon-là. Si c'est un document papier, ben, tous mes documents papier sont dans un classeur. Alors, je pourrais indiquer, par exemple, le numéro du tiroir dans lequel ce document-là est classé ou le nom de la chemise dans laquelle le document-là est classé ou la section. Si je vous fais afficher la liste des catégories, vous voyez que le premier item listé, c'est un document de la catégorie sommaire, qui est le suivi du patrimoine, qui est donc ce document-ci qui est listé en premier, de façon à ce que vous puissiez le localiser. Une autre façon de le localiser, d'y accéder, alors c'est le sommaire. Maintenant, les autres catégories, si j'affiche le filtre, j'active le bouton de filtre, je vois la liste des catégories suivantes. Alors, catégorie assurance, auto, consommation, finance, habitation, identité, impôts, juridique, santé, sécurité, sommaire et transport. Alors, vous voyez qu'on peut faire afficher seulement, par exemple, les documents qui concernent, par exemple, l'habitation. Alors, si je veux afficher seulement ces documents-là, je décoche l'item sélectionner tout et je coche l'item habitation et je vais voir, par exemple, ici que j'aurai un bail, telle chose ici. Si j'ai des contrats je pourrais aussi les afficher ici, avoir des lignes pour mes contrats de propriété de ma résidence, par exemple, ou de mon condo. Ensuite, les finances. Si je fais afficher mes documents concernant les finances, alors j'aurai ici mon document qui me sert de chéquier ou de suivi des transactions, relevé bancaire, relevé de carte de crédit, relevé de placement, relevé de carte de crédit, relevé de carte de débit. Donc, à quel endroit tous ces documents-là sont-ils classés? Alors, si c'est pertinent, vous pouvez avoir accès à l'information avec les numéros de référence. La même chose pour les autres types. Par exemple, si je vais du côté juridique, alors, du côté juridique, j'ai beaucoup d'informations. Alors, les certificats de licenciement militaire, c'est un document que je ne possède pas, mais qui est nécessaire de vérifier par le liquidateur. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pourriez indiquer ici NA pour ne s'applique pas, je ne l'ai pas. Donc, le liquidateur ne perdra pas de temps à chercher un tel document si vous ne l'avez pas, tout simplement, si vous n'avez jamais été militaire. Ensuite, les avis de certificat de décès, photos attestant le décès, etc., testament, il y a toutes sortes de documents. Ces documents-là, ici, les documents juridiques, vont être utiles à plusieurs personnes au moment du décès. Alors, si vous prenez la peine d'indiquer à quel endroit ils sont détenus, bien, ça va être plus facile pour les autres de savoir que oui, le document est là, il est disponible, voici le numéro de référence, et eux pourront utiliser les numéros de référence dans pour leurs besoins sans nécessairement avoir l'original. Vous pourrez les transmettre à ce moment-là une copie là, par fax ou une copie par courriel et ça pourra les aider à
poursuivre leur travail, mais tout en sachant que l'original est listé à un endroit en particulier. Alors, vous avez plusieurs documents qui sont nécessaires sur le plan juridique pour le liquidateur. Vous en avez là, une bonne quinzaine certainement. Alors, s'ils ne sont pas listés, s'ils ne sont pas documentés dans ce fichier-ci, ben, le liquidateur ou le notaire va devoir prendre du temps pour faire cette recherche-là et ça va retarder l'ensemble de la liquidation et causer des frais aussi. Si c'est déjà listé, ce sont des économies et du stress de moins pour les personnes, pour les survivants. Voilà. Ensuite, l'onglet, je recoche l'item sélectionner tout. Ensuite, le coffret. L'item suivant, c'est le coffret. Alors, pour le coffret de sûreté, si vous en avez un, il s'agit, vous avez simplement deux catégories d'informations listées ici. J'agrandis la taille des caractères. Vous avez à identifier votre coffret de sûreté, à quel endroit il est, l'emplacement de la clé également. Et pour le coffret de sécurité, on n'y accède pas souvent. Alors, une des précautions qui est utile, c'est d'avoir une liste chez soi, la liste des pièces qui ont été déposées dans le coffret de sûreté, de sorte qu'on peut se demander, est-ce que telle pièce est dans le coffret ou non? Mais ça va être facile si on a conservé cette liste-là chez soi, de savoir que oui, telle pièce est dans le coffret, c'est correct, ou si on veut y accéder, ben, on pourra aller y accéder en sachant qu'elle est là, éviter de perdre du temps. La même chose pour le liquidateur ou le notaire. Alors donc, la liste des pièces avec un numéro, le titre du document, l'emplacement de l'original et l'emplacement des copies s'il y a lieu. L'onglet suivant, c'est l'onglet sécurité. Alors, j'agrandis une liste. Ici, j'agrandis la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, cette liste-là, concernant la sécurité, elle peut être classée également par catégorie si vous avez plusieurs items. Alors, moi, ici, j'ai deux catégories que j'ai listées, l'item clé et l'item informatique dans les catégories. Alors, pourquoi ça? Parce que on doit aussi laisser de l'information sur nos clés, à quel endroit nos clés sont entreposées et les doubles des clés aussi sont localisés. Alors, donc, l'information sur nos clés de maison, clés de voiture, clés de toutes sortes de clés qu'on a besoin, clés de vélo, etc., de moto, etc., bateau, tout ce qu'on a besoin de lister. Ensuite, les codes d'accès et mots de passe au travail, s'il y a lieu, et au domicile. À quel endroit sont-ils déposés? Alors, comme je vous disais, moi, j'ai un fichier au domicile et j'avais un fichier au travail lorsque je travaillais, dans lequel je notais toutes les informations pour accéder à mes comptes spécifiques là, avec les noms d'identifiants et les mots de passe, les questions d'accès et les réponses pour y accéder. Alors, tout est étant listé ici. Ça permet de ne pas oublier l'ensemble des informations informatiques. Là. Voilà. Ensuite, les arrangements. L'onglet suivant portant sur les arrangements, c'est un fichier qui concerne les dispositions funéraires. C'est un fichier qui est assez long et ce fichier-là a été préparé en consultant principalement un document qui provient du centre funéraire des Deux-Rives, de la coopérative funéraire des Deux-Rives. Je vous agrandis la taille des caractères pour que vous puissiez bien le voir. Alors, c'est ce fichier-là que j'ai utilisé, le registre personnel aux pages 25 à 29, qui est disponible sur Internet dans le centre de documentation de la coopérative funéraire des Deux-Rives. C'est un document PDF qui, normalement, est rempli lorsqu'une personne fait des arrangements funéraires ou des arrangements préalables qu'on appelle. Alors, ce fichier-là peut être rempli, mais c'est un fichier qui est PDF, donc on doit imprimer, qu'on remplit. Et si jamais on veut faire des modifications, ben, c'est soit les ratures, soit qu'on doit réécrire à nouveau. Alors, c'est un peu plus facile si on a un document informatique qu'on peut modifier au besoin s'il y a lieu. Alors, toutes les informations qui sont dans ce document-là sont présentes dans le fichier, mais ne sont pas nécessairement présentées dans le même ordre ou aux mêmes endroits. J'ai regroupé l'information parfois de façon un peu différente, comme par exemple, il y a certaines informations qui se retrouvent dans le document du Centre funéraire des Deux-Rives que j'ai placées dans l'onglet personnes clés
Concernant, par exemple, les mandataires, ceux qui ont les mandats pour le testament, les arrangements funéraires, les procurations, les dispositions concernant les dons d'organes et tout ça, j'ai placé ça plus dans l'onglet personnes clés. Alors donc, vous allez retrouver une partie là, mais les autres sont toutes placées ici. Ou enfin la grande majorité. Il y en a d'autres qui sont placés dans les onglets dédiés, comme l'onglet fournisseur, par exemple, ou l'onglet propriété, ou l'onglet prêt, ou compte, alors, ou document. Alors, les informations sont listées dans ces autres onglets-là, mais toutes les autres informations qui ne sont pas dans les autres onglets se retrouvent ici. Alors donc, dans un premier temps, il suffit simplement pour vous, pour la personne, d'inscrire un X dans la colonne A vis-à-vis des lignes qui correspondent au choix que vous avez fait. Alors, si vous inscrivez un X, c'est que l'information est pertinente pour vous, ou encore, si elle n'est pas pertinente, vous inscrivez NA pour ne s'applique pas dans la colonne A, et on va savoir que vous avez fait un choix différent, que ça ne s'applique pas à vous. Et si vous avez inscrit un X dans la colonne A, ben peut-être que vous avez besoin d'inscrire des précisions pour que vos volontés puissent être mises en application plus facilement. À ce moment-là, vous inscrivez les précisions à fournir dans la colonne D. Alors, les précisions à fournir sont inscrites dans la colonne C et vous inscrivez vos précisions dans la colonne D s'il y a lieu. Donc, toutes les précisions vont être inscrites ici. Et le fait que l'onglet est séparé, ben vous pourrez à ce moment-là transférer l'onglet arrangement au centre funéraire qui fait affaire avec vous pour convenir et savoir que vous avez la même version l'un et l'autre et que les dispositions vont être appliquées. Ensuite, donc, la première partie concerne la situation actuelle. Alors, si vous possédez un emplacement funéraire, un monument funéraire, une urne funéraire, si vous êtes membre d'une coopérative funéraire, si vous avez déjà signé un contrat d'arrangement préalable et de services funéraires, donc la situation concernant vos arrangements, tout ça va être décrite ici, c'est votre situation actuelle, avec les précisions concernant là, les organismes et les espaces en question. Ensuite, la section suivante concerne vos volontés concernant les dispositions funéraires. Alors, les dispositions, c'est-à-dire le dépôt des volontés funéraires. Est-ce que vous demandez qu'on respecte intégralement vos volontés qui sont inscrites dans les arrangements funéraires, ou si simplement vous indiquez vos préférences dans ce document-ci et que vous laissez à vos proches le soin d'effectuer les choix là, qui vont leur convenir à ce moment-là, ou si vous laissez entièrement à vos proches le soin de déterminer les éléments qui vont leur convenir à ce moment-là. Alors, vous cochez quel est le degré là, de conformité que vous laissez ou de l'attitude que vous laissez à vos proches pour vos volontés. Une fois que ça c'est fait, ben voici, vous pouvez inscrire vos volontés concernant l'exposition du corps, l'exposition, la durée, nombre de jours, nombre de périodes, la disposition du corps elle-même, l'inhumation ou l'incinération ou la liquéfaction s'il y a lieu. Ensuite, la sépulture, les éléments de sépulture que vous pouvez préciser. Ensuite, concernant les funérailles, les lieux et les précisions concernant les rituels, les cérémonies et tout ça. Concernant la publication, les publications à quel endroit, avec photo, sans photo, dans quels journaux, quels médias sociaux, parce que maintenant, les informations peuvent être publiées dans les médias sociaux. Ensuite, les arrangements floraux que vous souhaitez. Avec légalement concernant est-ce que vous voulez que les gens donnent des fleurs ou plutôt donnent une offrande pour des messes ou à une fondation. Ensuite, vous pourriez également préciser justement la fondation, s'il y a lieu, préciser la fondation. Là, ici, vous pourriez même préciser la messe aussi, hein, à quelle paroisse et tout ça. Voilà. Ensuite, les aménagements au salon funéraire, quels aménagements vous souhaitez. Ensuite, la visite au salon funéraire, comment vous souhaitez que ça se déroule pour tout le monde ou seulement pour les proches, avec telle ou telle disposition concernant l'arrangement du corps. Ensuite, la réception suivant les funérailles, quelles sont vos volontés. Alors voilà, c'est l'ensemble des éléments concernant les dispositions funéraires.
Ensuite, deux autres onglets qui peuvent être utiles pour la liquidation, l'onglet collection et l'onglet inventaire. Alors, l'onglet collection, je vous affiche ça, j'agrandis la taille des caractères. Il s'agit là d'une liste euh, dans laquelle vous allez pouvoir décrire si vous avez des collections qui ont une certaine valeur ou une certaine utilité pour la succession. À ce moment-là, vous pourriez lister les éléments. Alors, pour chacun des items de la collection, vous avez une ligne d'information à remplir. Donc, la localisation, le numéro ou la référence, le titre de l'item ou son nom, date d'acquisition, prix payé, description et remarque. Alors, ces éléments-là vont faciliter encore là de beaucoup. Si vous avez, par exemple, des collections qui ont une certaine valeur, collection de tableaux, d'œuvres d'art, etc., ben, ça va être utile pour le liquidateur pour en déterminer la valeur et faciliter donc soit la disposition, la vente ou et tout ça. Et même chose, si vous avez des collections d'outils qui doivent être répartis à plusieurs héritiers, ben si c'est déjà listé, ça va faciliter la répartition des outils selon les habiletés et les intérêts de vos héritiers, si c'est déjà tout listé comme ça. La même chose pour des collections de timbres, des collections d'objets qui ont une certaine valeur, par exemple, dans les cuisines, si vous avez des collections d'ustensiles, de vaisselle, etc., particulière, ben, ça pourrait être listé là. Mais collection de mobilier aussi. Des fois, il y a des gens des collections de mobilier antique. Et l'item suivant, l'onglet suivant, le dernier onglet, c'est l'onglet inventaire, qui est encore là, qui est une liste que vous pourriez aussi utiliser avec un classement. Là, j'ai agrandi la taille des caractères pour que vous puissiez mieux voir. Alors, cette liste-là, vous allez pouvoir lister pour chacun des items la pièce dans laquelle il s'est entreposé, la localisation, le numéro de l'item, le titre ou le nom de l'item, la date d'acquisition, le montant payé, le fabricant, la description et le lieu d'achat. Pourquoi tous ces éléments-là? C'est parce que cette liste-là, d'ailleurs, provient du formulaire de réclamation utilisé par Desjardins Assurance Habitation au moment où vous avez un sinistre. Le Desjardins Habitation va vous demander des preuves des objets que vous réclamez qui ont été perdus, soit lors d'un incendie ou d'un vol. Alors, si vous avez pas les preuves, on peut vous questionner et si vous avez de la difficulté à lister tout, ben vous pouvez en oublier. Souvent, les objets qu'on utilise fréquemment, on s'en rappelle, mais les objets qu'on utilise peu fréquemment, on ne s'en rappelle pas, de sorte que souvent, 6 mois après avoir fait la réclamation, on dit « Ah, tel objet manque, il n'est plus là, ben j'aurais dû le réclamer dans ma réclamation d'assurance, je l'ai oublié. » Alors, si vous avez listé votre inventaire, des objets pertinents qui ont une certaine valeur pour l'assureur, pour l'assurance, ben, si tout est listé, ben, ça va être plus facile pour vous au moment de la réclamation de vérifier par pièce quels sont les objets présents ou manquants, leur localisation dans la pièce. Si c'est par exemple dans la chambre, ça peut être dans un bureau ou ça peut être dans un garde-robe. Alors, vous pourriez avoir la localisation ici comme ça. Alors, ça va être plus facile pour réclamer correctement les éléments. Et sachez aussi que lors de la liquidation de la succession, les deux derniers onglets collection et inventaire vont être utiles pour le liquidateur ou le notaire parce qu'il doit y avoir un inventaire des biens à la fin de la succession pour déterminer la valeur des biens. Et cet inventaire-là, s'il est déjà fait, ça peut être drôlement facilitant pour le liquidateur. Ça peut économiser du temps et de l'argent pour la succession. Et ça peut faciliter aussi faciliter la prise de décision. Si l'inventaire a une certaine valeur, ben on va peut-être organiser une vente aux enchères. Déjà, on peut pouvoir prévoir le coût de faire une vente aux enchères plus rapidement que si on n'a pas l'inventaire des biens au complet. Et si on a l'inventaire des biens, mais ça peut même pouvoir dire, ben, l'inventaire des biens est tellement peu important qu'on prend la décision de tout donner à un organisme de bienfaisance qui va le redistribuer d'une façon, là, qui va le vendre à très peu de frais là, pour les gens qui en ont besoin. Là. À ce moment-là, la valeur de l'inventaire va être déclarée nulle pour les fins de la succession très rapidement et ça, vous allez épargner des frais.
à la succession. Alors voilà, c'était l'ensemble des onglets de ce fichier-là. J'espère que vous allez trouver dans ces onglets-là de l'information qui va vous être utile pour décider si oui ou non le fichier est utile pour vous et s'il y a lieu de l'utiliser et de le remplir au fur et à mesure. Alors voilà, c'était la présentation du fichier suivi des transactions.